Bienvenue à Question d'Info. Alors, à 6 mois de la présidentielle, la droite cherche son candidat, la gauche est plus fracturée que jamais et l'extrême droite poursuit la course en tête. Alors, dans ce contexte, qu'attendre de la primaire présidentielle de la droite et du centre et qu'attendre aussi du débat entre ces 7 candidats? Invité de Question d'Info aujourd'hui, justement, Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à cette primaire de la droite et du centre, présidente du groupe LR au Conseil de Paris, députée et ancienne ministre. Et à mes côtés pour vous interroger, Madame Kosciusko-Morizet, Françoise Fressoz du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Madame Kosciusko-Morizet. Bonjour. On va commencer avec le ras-le-bol des policiers, avec des manifestations sauvages qui se multiplient depuis lundi à Paris, sur les Champs-Élysées et en province. Est-ce que vous comprenez la manière avec laquelle ils expriment leur exaspération? Mais je comprends bien sûr l'exaspération. Et je crois que la manière. Est-ce qu'ils sortent de leur droit de réserve? Et je crois qu'on la comprend tous. C'est aux limites de ce que leur statut leur autorise. Aux limites ou au-delà? C'est juridiquement, semble-t-il, au-delà. Mais je veux dire, ça c'est le problème du ministère de l'Intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de cri de colère, mais pas seulement de colère, parce qu'on n'entend pas que de la colère, on entend de la détresse. D'une certaine manière, parfois, on entend aussi de l'angoisse vis-à-vis de ce qui est arrivé à leurs collègues, ce qui peut leur arriver. Donc on précise les choses à des collègues qui ont été brûlés vifs par... Oui, c'est-à-dire qu'il y a cet événement de Viry-Châtillon qui est d'une cruauté absolument terrible, avec un adjoint de sécurité qui est encore aujourd'hui à l'hôpital en très grande difficulté. Et puis, il y a aussi, en fait, tout ce que ça vient, tout ce qui s'est additionné avant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le moment où ça déborde. Et évidemment, personne ne peut rester indifférent à ça. Moi, je crois que derrière, au-delà de tout ce qu'on peut dire les uns et les autres, il y a un problème de fond, qui est que on dit tous qu'on est en situation de guerre. On dit tous que un certain nombre de groupes terroristes nous ont déclaré la guerre. On constate tous qu'il y a une montée d'un certain nombre de tensions. Et je pense que les policiers ont un sentiment qu'on n'en tire pas toutes les conséquences. Pourtant, et quelque part, je trouve qu'ils n'ont pas compris. Pourtant, le budget de la police augmente, il y a des créations de postes. Bruno Le Maire, lui, dit l'erreur, elle vient de la suppression des 10 000 postes entre 2007 et 2012. Moi, le renvoi de responsabilité entre la gauche et la droite. Non, mais là, c'est la droite, c'est Bruno Le Maire qui renvoie la responsabilité à Nicolas Sarkozy. Même le renvoi de responsabilité à l'intérieur de la droite ne m'intéresse pas plus. On voit bien quelles sont les arrière-pensées qui sont derrière. La question, c'est aujourd'hui, c'est les primaires. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a ce discours qui est maintenant partagé. Voilà, on est dans une situation de guerre, de tension. Est-ce qu'on en tire les conséquences? Je ne crois pas. Et je prends 2 exemples concrets. D'abord, la question de la légitime défense. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en uniforme est exposé. Voilà. Aujourd'hui, il y a une telle tension, il y a une telle situation, il y a tel risque que quelqu'un qui porte un uniforme est exposé. Mais ça veut dire qu'il y a un problème d'autorité, de respect. Est-ce qu'on peut rester durablement dans une situation dans laquelle les règles de la légitime défense pour les policiers sont tellement éloignées de celles pour les militaires? Un policier peut tirer avant d'être attaqué, selon vous? Ça veut dire que dans certaines situations, on peut considérer, c'est une extension de la légitime défense, on peut considérer que le risque est tel pour lui que qu'on va pas attendre en fait qu'il se fasse tirer dessus, parce que la probabilité qu'il se fasse tirer dessus est quand même sérieuse. Oui, moi je pense que ce sont des questions qu'il faut poser, que c'est une conséquence naturelle, logique de ce discours que nous tenons tous, de dire qu'on est en état de guerre. Si on est en état de guerre, si on est en situation de guerre, oui, c'est pas normal que les règles de la légitime défense, les règles en fait de l'exercice des armes, les règles de l'usage des armes soient si différentes pour les policiers et pour les militaires. Et puis deuxième chose que je voudrais faire remarquer, et vraiment, moi, je veux pas rentrer dans le renvoi de responsabilité entre la droite et la gauche ou à l'intérieur de la droite. La vérité, c'est que depuis 30 ans, disons, la part des dépenses régaliennes de notre PIB, si vous regardez ça depuis 30 ans, a fortement régressé en pourcentage de PIB. Vous faites la somme des dépenses régaliennes. Je pense bien sûr à la police, mais aussi à la justice. Évidemment, c'est lié parce que une des inquiétudes, une des angoisses, une des colères des policiers, c'est la façon dont sont pris en compte en justice les personnes qu'ils ont interpellées. Vous faites la somme des dépenses régaliennes, police, justice, armée, disons au début des années 90,
leur part dans le PIB, et vous les regardez aujourd'hui, eh ben elles ont fortement décru. Et ça n'est pas particulièrement le fait de la droite ou de la gauche, c'est une tendance lourde. En fait, les dépenses sociales, notamment, ont beaucoup remplacé les dépenses régaliennes. Je pense que là aussi, c'est un sujet sur lequel on n'a pas tiré toutes les conclusions on est en guerre. Si on est en guerre, il y a un rééquilibrage à mener au profit des dépenses régaliennes. Et on va parler après des enseignants, on poursuit sur la police. Derrière cette révolte des policiers, est-ce que vous y voyez l'ombre, voire la main du Front National? On sait que le FN est très fort dans les rangs des policiers et des militaires. Selon Cevipof, un agent sur 2 voterait Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Écoutez, moi j'entends la colère et je pense que la colère, elle est réelle. Si certains cherchent à la manipuler, c'est possible. C'est possible, mais c'est alors, j'allais dire, c'est à leur déshonneur. Une colère comme ça, en fait, elle n'a pas à être manipulée, elle a à être entendue et à trouver un écho. Moi, je pense que l'équation que je pose là, elle n'est pas liée à tel ou tel parti politique ou tel choix politique. On dit tous qu'on est en guerre. Quelles sont les conclusions qu'on en tire en termes de statut, en termes d'engagement quand il y a d'engagement au feu et en termes de budget. On connaît pas de situation à travers le monde et à travers l'histoire dans laquelle on dit qu'on est en guerre et on n'en tire aucune conclusion. En termes de basculement budgétaire vers des dépenses régaliennes. Alors la guerre aussi, on la voit aussi, on la perçoit aussi à l'entrée des écoles. Et vous dites climat de guerre. On voit que donc à côté de ce contexte de révolte des policiers, il y a des cocktails Molotov qui sont aussi lancés sur un lycée, des proviseurs, des enseignants agressés, en Île-de-France notamment. Est-ce que pour vous c'est un problème d'ordre public, un problème éducatif? C'est quoi en fait? Est-ce que ça participe de la même chose? Il y a 2 dimensions. Il y a le problème d'ordre public avec la question de savoir si on dépose bien systématiquement plainte. Est-ce qu'il y a bien systématiquement des plaintes? Par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut voir ça, si vous voulez. Par le passé, on vient quand même d'un monde, en tout cas certains ont été marqués par une logique, par une culture qui a été la culture de l'excuse. C'est le laxisme, notamment du laxisme. C'est pas seulement le laxisme. La culture de l'excuse, c'est autre chose. Des sociologues, par exemple. Oui, c'est quand on inverse un petit peu la logique et on s'attache d'abord à comprendre, mais à comprendre pour excuser. Comprendre, c'est intéressant, c'est légitime. Mais si c'est comprendre systématiquement pour excuser et pour excuser a priori, en fait, on rend pas service à des jeunes qui sont à des âges où on est en formation. Il y a un âge où, en fait, on cherche les limites. On cherche à toucher les limites. Alors évidemment là c'est extrême, je suis pas en train de dire que ça c'est le cas de tous les jeunes, mais malgré tout il y a un âge où on cherche à toucher les limites. Et la question c'est d'abord quelle est la réaction une fois que les jeunes vont trop loin, quelle est la réaction de l'institution? Moi je pense qu'il faut systématiquement qu'il y ait dépôt de plainte, poursuite. Il faut que la limite on la trouve tout de suite. Quand ça va aussi loin, il faut que la limite on la trouve tout de suite. Trouver la limite, et puis il y a un deuxième sujet. Attendez, je finis. Il y a un deuxième sujet dont je voudrais qu'on parle aussi, qui est la question de l'autorité dans l'éducation nationale. Moi, ça m'a beaucoup frappé l'année dernière, il y a 1 an à peu près. Vous savez, on a eu ce débat sur la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Je suis absolument opposée à la réforme du collège. Je pense que cette réforme n'est ni faite ni à faire. Mais j'ai pas été complètement convaincue par les angles d'attaque qui étaient ceux d'une partie de la droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 2 angles d'attaque qui étaient ceux d'une partie de la droite, c'était le collège unique, la suppression du collège unique, et c'était les programmes. Bon, moi, je suis contre la suppression du collège unique. Je pense qu'il vaut mieux avoir des parcours diversifiés à l'intérieur d'un collège unique. C'est la droite qui avait fait le collège unique. Et je crois que ça reste un beau projet pour une société développée de porter une génération à un minimum commun. La suppression du collège unique, ça veut dire qu'on trie les enfants à 10 ans. Je suis contre le tri des enfants à 10 ans. Donc je pense que c'était un mauvais angle d'attaque. Et deuxième chose, la droite avait beaucoup débattu à ce moment-là, ramener la question des programmes. Mais quand vous parlez avec les profs qui sont dans les établissements difficiles, ils vous disent, écoutez, moi mon problème, c'est pas de savoir si on va pouvoir enseigner Louis XIV ou les Lumières. Le problème, c'est que les enfants n'ont pas les bases pour qu'on puisse se renseigner quelque chose. Et moi, je trouve que notre angle d'attaque, ça aurait dû être sur ce sujet, je finis juste, ça aurait dû être l'autorité et les fondamentaux. Quand vous regardez le nombre d'heures de français qu'a fait un élève... On a compris votre plaidoyer pour l'éducation. On en est très très loin. Aujourd'hui, juste un mot sur les heures de français. Il y a des contradictions avant. En 1976, vous aviez, entre primaire et collège, un élève avait 2800 heures de français. Aujourd'hui, il en a 600 de moins. Aujourd'hui, il en a 600 moins. Alors qu'on aurait besoin d'avoir des fondamentaux d'autant plus solides. Votre plaidoyer pour l'école et l'autorité est très très beau pour les enseignants, mais vous avez dit dans le débat sur TF1 jeudi soir, quand on est enseignant, on n'est pas obligé d'être fonctionnaire. Face à ces violences, face à ce problème d'autorité, face à ces heures de français qu'il y a en moins,
Comment vous faites pour... Si le statut conférait de l'autorité, ça se saurait. C'est pas lié au statut. Mais ça veut dire que vous faites quoi? Alors, je vous donne, privatiser l'enseignement. Non, je vous donne d'abord, en matière d'autorité, moi je pense qu'une des clés, c'est de donner plus d'autonomie aux responsables de l'établissement. Pourquoi? Parce que si le responsable de l'établissement n'a aucune autonomie à un moment pour constituer son équipe pédagogique, pour pouvoir, par exemple, choisir entre plusieurs profils pour un poste, pour auditionner, en quelque sorte, pour entendre, tout simplement, recevoir en rendez-vous l'enseignant avant qu'il rejoigne l'équipe, eh ben, il n'y a pas d'autorité à ce niveau-là. Et comment voulez-vous qu'il y ait l'autorité en dessous? L'autorité, ça cascade aussi. C'est-à-dire que votre réforme, comment vous mettez fin à la fonction publique? Alors d'abord, je vous parle de deux réformes différentes. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut donner plus d'autonomie aux responsables d'établissement. C'est-à-dire, dans un premier temps, quand il y a un poste à pourvoir, leur donner le choix entre 3 profils, qui puissent recevoir les enseignants et avoir une forme de choix. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir d'autorité sur quelqu'un que vous ne nommez pas, sur quelqu'un que vous n'avez pas choisi, sur quelqu'un que vous n'évaluez pas, ce qui est aujourd'hui la situation des responsables d'établissement. Donc je veux qu'on leur donne de l'autonomie. Et donc sur le lien avec être fonctionnaire. Par ailleurs, sur la question du statut de fonctionnaire, oui, moi je vous confirme, je pense qu'il n'y a pas de raison que tous les profs soient sous statut à vie. Et on pourrait très bien avoir des contrats qui sont des contrats temporaires. Mais c'est ce que vous avez dit. Donc on parle du statut, mais autre point fort des propositions de la droite, ça fera une respiration pour tout le monde. Dit qu'il s'attaque au temps de travail des enseignants. Il dit qu'ils ne travailleraient que 6 mois dans l'année. Donc vous êtes d'accord là-dessus aussi? Non, je pense que cette expression-là est abusive parce qu'il y a tous les temps de préparation. Et c'est une réalité. Il y a tous les temps de préparation, il y a tous les temps de formation. Et c'est une bonne chose qu'il y ait ces temps de préparation et ces temps de formation. En revanche, là où je trouve il pose une vraie question, c'est sur le temps de présence dans l'école. Voilà. Il y a une question sur le temps de présence dans l'école qui n'est pas forcément du temps d'enseignement, mais qui est du temps de présence au sens de la présence d'un adulte dans l'établissement, d'un responsable en quelque sorte, puis la possibilité d'avoir aussi un accompagnement en dehors. Mais oui, je trouve que c'est une vraie question, mais ça n'est pas forcément orthogonal, incompatible avec ce que je disais sur la réforme du statut. Mais attendez, sur Nicolas Sarkozy. Je voudrais aller plus loin sur la réforme du statut, si vous permettez. Non mais attendez, laissez-moi finir. Sur la réforme du statut. Quand vous embauchez, quand l'État embauche aujourd'hui quelqu'un sous statut, il l'embauche à vie. Ça veut dire qu'il embauche en fait pour 60 ans et plus. Pourquoi? Il embauche pour toute sa durée d'activité, plus pour toute sa retraite, plus en fait pour toute la retraite de son conjoint survivant s'il y a lieu. C'est quand même un engagement. Il faut se poser la question de savoir si c'est utile, si c'est indispensable. Comme les militaires. Le statut militaire. Moi, je pense qu'il y a des fonctions pour lesquelles c'est indispensable d'avoir un statut à vie, comme par exemple les magistrats, parce que là, il y a une question d'indépendance par rapport au pouvoir exécutif qui est naturellement majeure. Mais pour les enseignants, je trouve que la question doit se poser. Et c'est pas forcément un inconvénient pour eux. Je prends juste l'exemple des militaires. C'est pas forcément un inconvénient pour eux. Dans le temps, les militaires, ils étaient majoritairement sur des contrats à vie. On a beaucoup changé ça. Ça a permis de changer la pyramide, de donner des perspectives à ceux qui évoluent. Et puis avec ça des fait carrières très courtes chez les militaires. Ouais, mais ça fait des deuxièmes carrières. Ça fait des allers-retours, ça fait des possibilités nouvelles. Pour les profs qui vous écoutent et qui vous regardent, c'est quoi la conclusion si Nathalie Kosciusko-Morizet est présidente? Le budget baisse? Moi, je souhaite maintenu, augmenté. Non, c'est pas une question de budget. La question de statut sur ce sujet-là, elle est différente de celle du budget. Sur le budget, je voudrais juste faire une remarque. Je pense que comme beaucoup, ça c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Je regrette que la gauche l'ait pas mis en œuvre. Il y a une question de salaire. Je pense qu'il faut plutôt chercher à augmenter les salaires et à améliorer la condition enseignante qu'à toujours plus recruter. À quoi auront servi les 60 000 profs qu'Hollande a recrutés? Bon, on nous a annoncé 60 000 recrutements, c'était une promesse, il y a absolument à avoir ce marqueur-là. À quoi ont-ils servi? Je vous pose la question. Moi, j'ai 2 enfants à l'école. Vous la poserez d'ailleurs à vos concurrents de la primaire, prochain débat, et on en vient à la primaire, justement, Françoise Fressoz. Depuis 2 mois, la droite s'affronte pour savoir s'il faut avoir l'identité heureuse ou malheureuse en France. Est-ce que vous pensez que c'est le bon angle pour aborder la préparation de la campagne présidentielle? Non, bien sûr. Vous avez l'identité heureuse ou malheureuse, d'ailleurs? J'ai répondu au débat. J'ai dit entre l'identité heureuse et l'identité gauloise, il y a l'identité républicaine. Cette idée que être français, c'est adhérer à des valeurs universelles. Et ça doit pas, c'est pas forcément un arrachement de ce qu'on est. On n'a pas à entrer dans la fiction qu'on change de grands-parents et d'aïeuls sous prétexte qu'on devient français. Être français, en fait, comme c'est adhérer à des valeurs universelles, ça peut venir en superposition d'une histoire
d'une culture qui est plutôt du coup un enrichissement qu'un arrachement. Mais attendez, d'ailleurs, je vais dire autre chose. Vous êtes un peu comme Nicolas Sarkozy, une Française au sang mêlé, et vous n'avez pas la même évolution. Et alors? C'est un constat. Comment vous l'expliquez? C'est aussi à cause des primaires? On est tous différents. Non, mais c'est à cause des primaires. Mais attendez, je finis sur la question de l'identité. Moi, je pense que c'est une erreur de ne parler que de ça. Je pense que c'est une erreur de parler trop de ça. Je trouve que il y a des vraies discussions à avoir. C'est quoi le sujet majeur pour vous? C'est quoi le sujet majeur? Je rencontre pas dans les meetings que je fais de Français qui soient obsédés sur la question de savoir si leurs grands-parents sont gaulois, s'il va y avoir un menu de substitution dans la cantine, ou si on va un jour supprimer le droit du sol. Je ne les rencontre pas ceux-là. Et pareil pour la déchéance de nationalité. Voilà, là, je vous ai dit 4 sujets sur lesquels la politique s'est enferrée, qui sont des sujets. C'est quoi le sujet essentiel pour vous dans cette primaire? Et dans cette campagne? Pour moi, le sujet essentiel, celui que je cherche à mettre en avant, c'est on vit des transformations majeures dans la société, dans l'économie. C'est ce que j'appelle la nouvelle société. On est dans des transformations majeures. Les Français sont dedans, ils sont baignés dans les transformations. Les politiques sont pas dedans. Quand est-ce que les politiques rejoignent les Français dans la vraie vie? Quand est-ce qu'on des Français qui sont dedans? Mais pas, non. Pas et Nicolas Sarkozy dit, je parle au nom de la majorité silencieuse. Hein. Tous les Français, ils sont confrontés. La majorité silencieuse, elle sait ce que c'est que le Bon Coin. Tous les Français, ils sont confrontés. Donc, comment vous dire? Moi, je ne dis pas que ces transformations sont forcément heureuses. Je suis pas irénique, je suis pas naïve. Je vous dis pas que ça va forcément bien se passer. Je vous dis que c'est en train de se passer. Et que ça sert à rien de faire comme si ça ne se passait pas. Ça sert à rien de faire comme si on allait pouvoir revenir à hier. Ça, c'est les conservateurs de droite qui vous expliquent qu'on va pouvoir revenir à hier. Et les conservateurs de gauche qui vous expliquent qu'on va pouvoir rester comme aujourd'hui. C'est pas vrai. On est déjà demain. Et les Français, ils vivent là-dedans. Évidemment, une grande transformation, c'est fait à la fois d'opportunités, de risques, de chances, de menaces. Mais c'est en train de se passer. Donc la question, c'est de savoir comment on en fait le meilleur. Le débat sur les 39 heures, tout ça, ça n'a pas lieu d'être parce que ça correspond pas aux évolutions. Je pense que ça n'épuise pas la question du travail. Pour être très clair sur le temps de travail, moi je souhaite que le temps de travail qu'il n'y ait pas une durée unique au niveau national. Je souhaite qu'il soit discuté dans les entreprises. Mais ce que je dis, c'est que quelque part c'est quand même un débat qu'on avait déjà en 2002. Et si le seul débat qu'on a dans la primaire, c'est le temps de travail ou la défiscalisation des heures sup, donc un débat de 2002 et un débat de 2007, on sera passé à côté du fait majeur aujourd'hui du monde du travail, qui est l'émergence du travail indépendant. Et on poursuit. Et l'émergence du travail indépendant qui est pleine d'opportunités et de risques, parce qu'il y a des risques de précarisation derrière. Et donc des travail sujets à saisir. Ubérisation du travail. Oui, des sujets, mais ça marche pas. Des sujets à saisir par le politique. Moi, je propose un certain nombre de solutions concrètes, comme la création d'un statut général du travailleur indépendant, la refonte de la protection sociale des indépendants, parce qu'aujourd'hui, c'est la galère. Voilà, je dis simplement, le sujet est là. Vous pouvez considérer que c'est une chance, vous pouvez considérer que c'est une malchance. À la limite, c'est pas un problème. Il est là, attaquons-le. On poursuit, Frédéric Dumoulin. Bon, tout le monde a retenu dans votre conclusion du débat votre image sur les déchets. C'est pas très sympathique pour Nicolas Sarkozy quand même. En gros, vous dites que ses idées étaient achetées, quoi. C'est ça? Ah, je disais que les idées ne se recyclaient pas. Non, mais. Je disais, c'est ce que je viens de dire sur la question du débat, c'est-à-dire que je veux qu'on parle. C'est un homme qui passe Nicolas Sarkozy pour ça. Je veux qu'on parle. Mais c'est pas un sujet personnel, c'est un sujet collectif. Bon. Regardez, là, les Français, ils vivent dans une société en pleine transformation. Ils en font l'expérience tous les jours, et ils ont l'impression que le monde politique est figé dans une espèce d'éternité sublime. Que le monde politique se protège alors qu'eux sont exposés au grand vent de la mondialisation et de la transformation, qu'eux vivent toutes sortes de risques et que le monde politique est dans son confort. Quand on vous écoute, on a l'impression d'entendre Emmanuel Macron. Écoutez, vous avez une hallucination parce que c'est non, pas une hallucination, mais l'ubérisation de travailleurs indépendants, le statut, dépasser les vieilles questions des 35 heures, c'est exactement le positionnement d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi il l'a pas fait? Moi, j'ai trouvé parfois dans le discours d'Emmanuel Macron, quand il était ministre, des choses intéressantes. D'ailleurs, j'ai trouvé parfois l'écho de choses que j'avais pu dire ou écrire. Mais j'ai 2 réserves vis-à-vis par rapport à ça. Le premier, c'est que en politique, on est ce qu'on fait. Il a été pendant 5 ans ministre, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, et sur le bilan, c'est faible, quoi. Et la deuxième réserve, c'est quoi? Et la deuxième réserve, c'est que je trouve que ça peut paraître curieux, mais c'est moins intéressant depuis qu'il est sorti du gouvernement. Par exemple, j'ai regardé ce qu'il proposait sur les questions institutionnelles, et en fait, j'ai
trouvé que c'était assez bateau. Et il y a peut-être une troisième raison, c'est qu'il prend peut-être des voix à la droite, et notamment Alain Juppé, qui a priori, oui, mais dans les sondages, il passerait possible avec des gens comme Emmanuel Macron. C'est possible, ça? Si c'est pour faire des choses, mais si c'est pour s'en tenir à du discours. Je vous prends un exemple très concret. Moi, je suis élue de Paris. Je m'étais engagée, j'avais bataillé pour qu'on puisse avoir la liberté d'ouverture des commerces le dimanche. Voilà, et on allait vous poser la question. Je pense que c'est une bonne chose. Anne Hidalgo dit oui, hein. Écoutez, alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle a dit non pendant longtemps. Ouais. Et elle s'est tellement battue contre qu'elle a participé à faire qu'on ne puisse pas le faire tous les dimanches. Donc aujourd'hui, elle nous fait un truc vraiment très très contourné, en disant oui, alors j'étais contre l'ouverture tous les dimanches parce que ça aurait abîmé le petit commerce, mais quand même, je veux qu'on puisse ouvrir beaucoup. Donc je vais prendre les 12 dimanches parce que ça c'est bon pour le petit commerce. Oh attendez, à partir de quand c'est bon ou mauvais pour le petit commerce? On sent qu'elle essaye de post-rationaliser, qu'elle essaye de trouver des explications après coup à des problèmes de positionnement qu'elle a. Dans le bon sens ou c'est mais moi je suis pour la liberté d'ouverture tous les dimanches. Alors, donc je préfère 12 dimanches que 8 ou que 4. Je dis seulement que cette loi sur ce sujet, la loi d'Emmanuel Macron, elle a été extrêmement décevante. Avant de parler d'Emmanuel Macron. Parce qu'il nous avait parlé de l'ouverture tous les dimanches et c'est quand même pas du tout ça qu'on a eu. Parce qu'il y a aussi peut-être des gens dans votre camp, éventuellement Jean-Pierre Raffarin, éventuellement Jean-Frédéric Poisson qui était contre. Jean-Frédéric Poisson d'ailleurs, quelle impression? C'est un sujet ancien sur lequel il y a eu des débats, y compris à l'intérieur de ma famille politique. Mais moi, je vous dis ma position qui est ancienne, qui est constante, que j'ai défendue dans la campagne de Paris, et j'étais un petit peu déçu sur ce sujet sur lequel on attendait Emmanuel Macron de ne pas le voir au rendez-vous. Justement, qu'est-ce que vous avez en commun de plus avec Jean-Frédéric Poisson qu'avec Emmanuel Macron, franchement? Écoutez, c'est Jean-Frédéric Poisson lui-même qui avait répondu à cette question il y a quelques semaines. Quand interrogé sur le sujet, il avait dit qu'il se sentait plus près de Marion Maréchal Le Pen. Tout était dit par lui. Vous êtes sur le même plateau que lui. Mais je me positionne pas par rapport. Mais je me positionne pas par rapport aux uns et aux autres. Moi, j'essaye d'abord d'imposer dans cette primaire des sujets qui sinon risqueraient de ne pas être à l'agenda. Avec un résultat pas totalement, parce qu'on regarde les sondages d'après-élection. Attends, je vous parle d'abord des sujets et de l'agenda. Je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que on a eu une phase dans laquelle on ne parlait que des Gaulois, du Burkini et du reste. Ça a bien évolué et ça va encore évoluer. Vous voyez, pour le prochain débat, moi je me suis battue pour qu'on parle d'éducation, pour qu'on parle d'Europe. Donc votre rôle, on parle de sujets qui sont pas aujourd'hui dans la primaire. Les débats, mais sur moi je pense que c'est un objectif que je me suis donné de faire en sorte que cette primaire ne tourne pas que autour de questions de l'identité qui, moi, je pense, sont pas forcément au cœur de la vie des Français et qui, par ailleurs, risqueraient de repousser de la primaire, de tenir à l'écart de la primaire des Français qui ne se retrouveraient pas dans ces problématiques. Permettez-moi de revenir. Moi, je souhaite qu'elle soit la plus ouverte possible. C'est une étape pour après, en fait, pour vous-même. Ah non, par ailleurs, je me bats pour faire le meilleur score possible, pour être entendu, pour que mes idées soient entendues. Mais pas pour gagner. Pour qu'elles puissent être, si, pour gagner. Mais si vous voulez. Vous avez quand même des propos qui correspondent pas du tout à votre base électorale. Par exemple, le cannabis, vous voyez, tout d'un coup, on voit. Je suis pas d'accord, Françoise Fresso. Je vais vous dire pourquoi. Ma base électorale, comme vous dites, elle constate, parce que c'est la réalité, que la politique qu'on a mise en place, et d'ailleurs il y a un sondage qui l'a montré, que la politique qui existe aujourd'hui dans la lutte contre la drogue ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On n'a pas du tout réussi à venir au bout des trafics, et surtout sur un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur, qui est la consommation chez les jeunes. C'est galopant. On est un des pays en Europe, très grosse consommation chez les jeunes, on n'arrive pas à endiguer le phénomène. Est-ce qu'on continue dans l'hypocrisie actuelle, à continuer avec le même type de politique qui ne marche pas, ou est-ce qu'on change ? Moi, je propose qu'on change pour trouver quelque chose qui marche. Alors, je veux pas de la légalisation, parce que la légalisation, ça voudrait dire que, voilà. On est d'accord. On dit plus rien, on est d'accord. Donc, je veux pas de la légalisation. Je veux qu'on se donne des nouveaux moyens de lutter, notamment contre l'addiction des jeunes. Et aujourd'hui, comme c'est au pénal, comme c'est des procédures pénales, en fait, elles sont pas engagées contre les jeunes. Donc, les jeunes qui fument comme ça au vu et au su de tout le monde, il y a aucune procédure pénale, il y a rien qui est fait. Moi, je propose des pénalisations, je propose la contraventionnalisation, précisément. Donc, des amendes. Qu'on puisse passer à des amendes pour pouvoir avoir une vraie politique qui sera à la fois une politique de sanction et une politique éducative vis-à-vis des jeunes. Qu'on sorte de cette situation, moi j'aime pas l'hypocrisie, qu'on sorte de cette situation d'une hypocrisie insensée aujourd'hui, de laquelle on dit c'est mal, mais en fait on fait rien, parce qu'on n'engage jamais de poursuite pénale contre le jeune qui a juste son joint à la sortie du lycée. Imprimer donc vos idées dans le débat, dans les 3 débats qu'il va y avoir en fait avant le premier tour. Il en reste 2. On voit qu'après le premier débat, finalement, rien n'a changé. Et même Alain Juppé, qui est, selon certains commentateurs, apparu quand même assez en retrait, a malgré tout accentué son avance. Moi, je pense que ça se passe. Les jeux sont faits ? Non, je pense que ça se passe dans la durée. Et puis, il faut aussi
Vous voyez, moi j'ai passé 6 mois en fait à ne parler que des parrainages. Parce que c'était ça le sujet, c'est ça les questions qu'on me posait, on me disait mais les parrainages... La question, les jeux sont faits ou pas? Donc, Alain Juppé. Non, je viens de vous répondre. Ouais. Donc, j'ai passé 6 mois à ne répondre à des questions sur les parrainages, à pas vraiment pouvoir dérouler le programme. Ça fait seulement depuis 3 semaines, en fait, qu'on est sorti de ça et qu'on parle du fond. Et les échos, moi, j'ai eu après ce premier débat, c'est que le fond, il a été entendu. Sur les propositions très novatrices, très différentes que je porte autour de l'idée qu'il ne s'agit pas de réparer aujourd'hui notre système, il s'agit de le transformer. Pourquoi? Parce que le monde a complètement changé. Et le réparer, ce serait courir toujours après des grandes transformations. Est-ce que le deuxième tour, ça va être tout sauf Sarkozy? On verra au deuxième tour. Et alors, attendez, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. On verra au deuxième tour. Non, mais c'est quand même, vous le niez pas, donc. De quoi? Que ce sera tout sauf Sarkozy. Je sais rien, j'ai des journaux comme vous. Je sais la force va, la force en politique. Ralliement à Alain Juppé à venir? Mais je viens de vous dire que j'ai passé 6 mois à répondre à des questions, notamment les vôtres, qui ne portaient que sur les parrainages. Là, voyez, j'ai 2 mois pour pouvoir développer mon projet, qui est, comme vous l'avez remarqué, singulier, voilà, parce que je porte une vision de la société que je suis la seule à porter, et j'ai l'intention de le développer. Et vous aurez toutes les réponses sur le deuxième tour au lendemain du quelques questions sur votre projet. Vous apportez à Alain Juppé donc toute l'aide de la modernité, c'est ça? J'ai déjà répondu à cette question. Alors, votre projet. 2-3 questions sur votre projet, des questions précises, notamment sur cette flat tax Françoise Roussel. Oui, alors, l'impôt unique à 20%. C'est une des propositions phares. En fait. On comprend pas très bien parce que normalement en France, l'impôt sur le revenu il est progressif pour la justice sociale. Donc, en quoi vous améliorez la justice sociale en mettant tout le monde à 20%? En fait, je vais vous dire, c'est pas une mesure, c'est 3 mesures qui doivent marcher en même temps pour pouvoir être comprises. Aujourd'hui, notre système fiscal, il est compliqué et il est injuste. Il est compliqué parce qu'il y a un empilement de taux, de niches fiscales. Après, vous avez aussi un empilement d'aides. Pour ceux qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et qui ont un faible revenu ou qui n'ont pas de revenu. Bref, on a un système qui est d'une intense complexité. Et la complexité, ça crée de la frustration, ça crée de la jalousie. Chacun pense que l'autre profite plus que lui-même. Et la société française, elle se défait dans cette frustration et cette jalousie. Elle n'aime plus l'impôt. Par ailleurs, le système est injuste et inefficace. Il est injuste parce que on affiche des hauts taux d'impôt sur le revenu dans les gros revenus. Mais il y a aussi des niches fiscales très importantes. Et en fait, c'est le plus malin qui réussit à payer le moins. Alors, c'est quoi et vos pas 3 toujours mesures de manière légitime. Et c'est inefficace parce que dans les petits revenus ou pas de revenus, en fait, vous avez des effets de seuil qui ne sont pas incitatifs, souvent, à reprendre le travail. Donc, les 3 mesures que je propose, et il faut les appliquer ensemble, c'est une flat tax, un taux unique, qui est plus simple, véritablement, et qui permet d'ailleurs de plus avoir de problème avec la retenue à la source, parce qu'à ce moment-là, et qui s'applique à tout le monde, et ça s'applique à tout le monde. Un revenu de base qui lui n'est pas taxable et qui s'applique à tout le monde aussi. Versé par l'État. Versé par l'État. Pour un coût de combien? Versé par l'État, qui est à 470 € par personne pour un mais 340 millions. Une masse de 340 milliards. Millions. Et oui, mais je vous explique comment on le finance. Et un impôt sur le revenu qui commence dès le premier euro, en dehors du revenu de base. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez moins de la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Vous ajoutez à ça une individualisation des allocations familiales. En fait, le système d'allocation familiale a été dévoyé. Moi, je propose un système d'allocation familiale universel et dès le premier enfant. Ça va plaire à une partie de la droite, ça. Non, mais c'est comme ça. Et dès le premier enfant. Et que si vous ajoutez tout ça, vous regardez qu'en fait, les situations particulières, personnelles, individuelles, ne sont pas fondamentalement modifiées en termes de revenus. En revanche, vous avez des perdants. Les perdants, c'est clair, c'est ceux qui optimisaient à mort le système précédent. C'est-à-dire, c'est ceux qui passaient entre les mailles du système précédent. C'est ceux qui jouaient de la complexité du système précédent. La politique familiale, le retour de la manif pour tous dans les rues de Paris. Yael Gauze. Oui, dans les rues de Paris, la star, c'était dimanche, c'était Jean-Frédéric Poisson. Décidément. En pleine manif pour tous. C'était le retour, 20 000 manifestants dans les rues de Paris pour réclamer l'abrogation de la loi Taubira. François Fillon a adressé sa sympathie envers ce mouvement et son soutien à tous ceux qui se sont mobilisés, je le cite, pour la famille. Est-ce que vous adressez un message de sympathie à la manif pour tous? Non, moi je ne participe pas de ce mouvement et je ne le défends pas. Je le dis depuis longtemps, je continue à le dire, je ne souhaite pas qu'on revienne sur la loi Taubira. Mais c'est derrière nous, selon vous, en fait, c'est une queue de comète? Mais en fait, oui, de toute façon. C'est-à-dire que il y a toujours un peu d'agitation là, mais
on sait bien qu'on reviendra pas sur la loi Taubira. Moi, par ailleurs, je pense que ça n'est pas souhaitable. Donc, de toute façon, moi, je suis de ceux qui pensent que ça n'est pas souhaitable. Mais la vérité, c'est aussi que ça n'est pas possible. Pour tous ceux qui pourraient le souhaiter. Je le crois, en tout cas. Moi, c'est ce que je crois. Et c'est ce que je défends. Et j'ajoute une deuxième divergence, c'est que je pense qu'il y a un sujet sur lequel il faut aller plus loin, qui est la question de la PMA pour les couples de femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une grande hypocrisie. Plus loin, ça veut dire l'autoriser formellement. L'autoriser formellement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une grande hypocrisie. En fait, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible en se présentant seul. C'est possible pour toutes sortes de raisons. Et je ne vois pas d'ailleurs très bien au nom de quoi on autoriserait l'adoption pour les couples de femmes et on refuserait la PMA pour les couples de femmes. J'ai une position très différente sur la GPA. Pourquoi ? Parce que la GPA implique l'instrumentalisation du corps d'un tiers. La GPA, la gestation pour autrui, donc les mères porteuses, ça implique l'instrumentalisation du corps d'un tiers. Oh, enfin, je veux dire, au niveau des politiques. Si vous avez des gens qui défendent l'encadrement en disant de toute façon ça existe, il faut au moins l'encadrer. Donc en tout cas, moi j'ai une position très différente sur la GPA. Je vais un peu plus loin. Derrière tout ça, il y a une cohérence qui est que moi, la vision de la société que j'ai, c'est une société dans laquelle le politique est là pour défendre les libertés et pour accompagner et encadrer aussi l'émergence de nouvelles libertés. C'est ça le rôle du politique. Et je ne comprends pas très bien la position de mes collègues, qui seraient mes concurrents, qui seraient libéraux sur les questions économiques et très conservateurs sur les questions sociales. Je vois pas très bien au nom de quoi on va dire qu'un chef d'entreprise saurait ce qui est bon pour son entreprise et un particulier saurait pas ce qui est bon pour sa vie. Voyez. Vous êtes un peu comme Madeleine, quoi. Là, vous mettez qui dans ce paquet-là? Vous mettez Poisson et Fillon dans ce paquet? Non, vous avez, Poisson, je crois qu'il est dirigiste surtout. Ouais. Pas de Poisson, il est sur le contrôle social surtout. Fillon, vous visez Fillon, là. Sur les questions de société, sur les questions économiques. Fillon, lui, par exemple, et se veut aujourd'hui très libéral économiquement, et en revanche très conservateur sur les questions de société. Et Juppé, il vous rejoint un peu ou pas? Il est moins libéral que moi sur les questions de société, mais il est plus souple. Vous êtes clairement une Lily, comme on dit, un libéral libertaire, on pourrait presque dire. On m'aura tout fait, hein, les bobos, les Lily, allez-y. Un peu à la Madeleine, il y a 15 ans, quoi, on peut dire. Bref, et en tout cas, mais il y a Bruno Le Maire aussi. Au niveau des questions de société, il est un peu comme vous. Ses positionnements sont pas très clairs. On parlait de cannabis tout à l'heure. Bruno Le Maire sur le plateau l'autre jour, sans cravate, interpellé par Copé qui lui faisait remarquer mais t'es pour la dépénalisation du cannabis, a d'abord dit non, et puis après Copé lui a rappelé dans son programme, donc finalement il a dit oui, et finalement il fait des tracts en disant non. Je m'excuse, il faut qu'on avance. Moi j'ai des positions qui sont plus simples que ça, qui sont plus claires que ça. Avec un petit retour en arrière. Vous avez dit tout à l'heure les passerelles avec Macron, pourquoi pas? C'est bien ça? Non, c'est vous qui l'avez dit, ça. On a compris ça, non? Vous comprenez ce que vous voulez. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Frédéric Azida. Donc, si vous vouliez éviter d'essayer de m'attribuer des propos qui ne sont pas les miens, ce serait quand même mieux. Si on vous pose la question, c'est qu'il se passe des choses à gauche, et notamment un affaiblissement assez fort de François Hollande. Oui, alors ça, franchement, il y participe. Hein. La publication du livre de Fabre. C'est énorme. Est-ce que on sent que les socialistes ne sont plus tout à fait sûrs de vouloir soutenir François Hollande pour qu'il se représente? Est-ce que vous pensez que le président de la République peut être empêché de se représenter dans la situation actuelle? Écoutez, je ne le pensais pas, et moi je finis comme vous par m'interroger. Cette histoire de livre est quand même ahurissante, parce qu'en plus c'est pas le premier livre, c'est le deuxième, et puis on nous en annonce d'autres là. Vous avez probablement plus d'informations que moi, mais on nous annonce qu'il va y avoir des nouveaux livres d'entretien qui vont sortir. Non, je suis pas au courant, mais j'ai cru voir ça. J'ai cru voir qu'il se préparait. Morel aussi prévu pour cet hiver. Voilà. Ancien conseiller. C'est pas vraiment un livre d'entretien, mais ça sort. Mais enfin, attendez, c'est quand même un sujet. Le spectacle à gauche. Ça interroge énormément jusque sur la personnalité du président. C'est quand même un homme qui a passé des dizaines d'heures à discuter de manière très personnelle avec des journalistes. On a envie de lui demander s'il a des amis, parce que manifestement c'était dans l'ordre de la confidence, qui allait dîner chez eux pour leur dire en plus les choses qu'on a vues. Enfin, ça interroge sur lui. Et puis bon, c'est la fonction présidentielle qui se retrouve abîmée. Et puis ça fait quand même plusieurs années que ça se passe en quelque sorte, cette dégradation de la fonction présidentielle. Depuis François Hollande ou depuis Nicolas Sarkozy? Moi, je pense que les Français aspirent à un petit peu plus de réserve de la part de ceux qui gouvernent. Depuis François Hollande ou depuis Nicolas Sarkozy? Et c'est une réponse parce que la réserve n'a pas toujours été au rendez-vous. Depuis 10 ans, en gros. Je pense que les Français aspirent à plus de réserve. Plus de réserve. Marine Le Pen. Et surtout plus d'efficacité. Parce que pendant qu'il est en train de discuter avec les journalistes chez eux, en prenant l'apéro, qui s'occupe de la France, quoi? Et Marine Le Pen.
vu le contexte. Elle peut gagner pour vous, d'après vous, la présidentielle? Ah, il faut jamais juger de rien. Vous êtes un observateur ancien, ça n'est pas désagréable. Ouais, je commence à vieillir. De la vie politique, il faut jamais préjuger de rien. Il faut se battre toujours pour ce qu'on veut et ce qu'on croit. Ce qui est étonnant chez Marine Le Pen, c'est qu'elle parle très peu, qu'il y a quand même un gros débat à droite, que normalement vous devriez couvrir tout le champ, et que malgré ça, elle est très forte dans les sondages. Est-ce que ça veut dire que la droite n'arrive plus à incarner l'alternance? Et quelles conclusions vous en tirez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français savent qu'ils veulent plus de François Hollande. C'est très net. Mais ils savent pas encore exactement ce qu'ils veulent. Et ils peuvent vouloir Marine Le Pen. C'est ça que ça rend cette campagne pour les primaires extrêmement intéressante. Parce que moi, ce que je rencontre sur le terrain, dans mes déplacements, dans mes meetings, dans les discussions, c'est une vraie écoute. Il y a les Français attendent, ils sont présents à ça. Regardez le débat qu'il y a eu. Il y avait 6 millions de Français devant le téléviseur. C'est-à-dire plus que pour la primaire de gauche. Plus que pour la primaire de gauche. Oui. C'était beaucoup, c'est bien. Donc je pense qu'on est dans un moment qui peut être assez constructif. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me bats pour pouvoir imposer dans la primaire des sujets. Oui. C'est pas mes sujets. Non, c'est les sujets de la vie. Écoutez, oui, on a compris. C'est les sujets de la vie. L'éducation, je suis désolée, c'est pas mon sujet, c'est le sujet de tous les parents. Un sujet qui a été notamment lancé par les Sarkozy, c'est la place du centre. Du Lydie, du Modem et de François Bayrou. Je suis pas sûr que ce soit un grand sujet des Français. Ça vous intéresse parce que vous avez dit droite de progrès, vous avez dit droite ouverte, la télévision dans votre profession de foi, sur TF1 jeudi soir. Là, le débat se pose sur les investitures, parce qu'après la présidentielle, il y a les législatives. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un groupe de députés Modem UDI important à l'Assemblée? Ça veut dire passer un accord de gouvernement dès maintenant. Et si oui, combien? Est-ce que ce groupe doit pouvoir faire et défaire les majorités, ou est-ce que c'est juste un groupe d'appui? Moi, je souhaite qu'on ait clairement une alliance. Mais je l'ai dit d'ailleurs à l'occasion du débat. Moi, je suis pour une droite alliée au centre. Et d'ailleurs, c'est la primaire de la droite et du centre. C'est la primaire de l'alternance. Je souhaite qu'on ait clairement une alliance, c'est-à-dire un accord. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il faut réserver des circonscriptions, puisque Alain Juppé a dit, on reverra ça en décembre. Mais bien sûr. Est-ce qu'il faut laissez-moi finir la question. Est-ce qu'il faut réserver des circonscriptions, notamment au Modem de François Bayrou? Moi, je souhaite qu'on ait un accord large. Qui d'ailleurs j'aime pas quand on commence à réfléchir seulement en termes de partis ici. Non, mais là c'est important. Parce qu'on est déjà, mais là on est déjà dans la discussion d'épicerie. La question c'est quelle plateforme. Non mais en gros, pour la préparation de 2017, madame. La question c'est quelle plateforme, quel projet. Je souhaite que ce soit clairement cette alternance, un mouvement de la droite et du centre. Un mouvement de la droite et du centre. Non mais la question c'est pas que ça a des conséquences au moment des législatives, ça a des conséquences au moment du gouvernement, et ça a des conséquences dans la durée, dans la majorité qui porte le changement dans le pays. Est-ce que ça peut aller jusqu'au déçu, de François Hollande, dans la mesure où vous auriez un FN très fort et une sorte de front progressiste à construire en face? Est-ce que vous pensez, comme Alain Juppé, qu'il faut... Moi, je pense que ce sera une question qui se posera naturellement. Elle se pose d'ores et déjà dans la primaire, et j'ai pris des positions très claires là-dessus. J'ai dit la question, c'est pas ce que vous avez voté par le passé, c'est ce que vous voulez voter à l'avenir. Si vous voulez vraiment faire l'alternance, si vous voulez plus de Hollande, si vous voulez pas de Marine Le Pen, c'est votre primaire. Donc la question, elle se pose tout de suite, en fait, pour les électeurs de la primaire, et elle peut se poser à l'occasion de la présidentielle. Donc et je pense que dans ce cas-là, il faudra pas réagir comme en 2002. Une recomposition politique. Ça veut dire une recomposition politique. Le terme recomposition, en fait, c'est un terme ambigu, parce que il laisse penser à corps de parti, et je préférais que ce soit un mouvement qui viennent, si vous voulez, qui viennent de l'électorat, qui viennent de la base, qui correspondent à une réalité. Il y a recomposition, bien sûr qu'il y a plateforme, mais le terme recomposition, il laisse, vous voyez, il sent un peu sa discussion derrière. Conclusion pour Bayrou, 2012, c'est oublié. Mais je vais plus loin que ça. C'est pas une question d'oublier ou pas oublier. On garde la mémoire et on garde la trace des choses. Mais si en 2017, nous disons aux Français, élus ou pas élus, nous disons aux Français, qu'ils soient élus ou pas élus, je veux dire qu'ils soient responsables de partis politiques ou pas, nous leur disons, nous excommunions, nous damnons pour l'éternité tous ceux qui n'ont pas voté Nicolas Sarkozy en 2012, on veut pas parler avec vous, on vous veut pas, surtout ne venez pas voter, ne vous intéressez pas à ce qu'on fait, vous savez quoi, il se passera la même chose qu'en 2012. Pourquoi? Parce qu'en 2012, on était minoritaire, on a fait 48,5%. Et donc si on ne veut que les voix de ceux qui ont déjà voté pour nous en 2012, on ne gagnera pas et on ne construira rien pour la France. C'est Nicolas Sarkozy, hein. Très clair. Oui, mais enfin, c'est très clair. C'est pas de la grande philosophie. Ce que je fais, c'est arithmétique, hein. En 2012, on a fait 48,5%. Si on veut gagner en 2017, il faut qu'on rassemble. Il faut qu'on rassemble notamment des gens qui ont voté François Hollande. Donc ils sont en effet des déçus du Hollande. Donc ça veut dire que Bayrou, pour vous, c'est plus un traître.
Moi, j'ai jamais utilisé ce mot-là. C'est pas un traître pour vous. Je trouve que c'est quand vous étiez porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2012, vous ne disiez pas ça. Le mot traître, je crois pas que j'ai jamais utilisé. Pas le mot, mais ah oui, mais enfin, d'accord, mais ne m'attribuez pas, comme tout à l'heure Frédéric Azéda, des mots qui ne sont pas les miens. Il y avait un nougat sur Bayrou quand même en 2012. Oui, mais le mot traître, non, c'est pas mon vocabulaire, c'est pas ma manière de penser. François Bayrou peut devenir un pilier de la majorité de Alain Juppé, éventuellement même s'il est député président de l'Assemblée nationale. Oui, mais moi, je veux pas rentrer dans le sujet de personne. Là, vous êtes en train d'essayer de faire comme si on était en train de négocier des places et des postes. C'est pas le sujet. Moi, je vous dis, quelle est ma philosophie pour la primaire. Je veux qu'elle soit le plus ouverte possible et je veux que je veux que les Français ne s'arrêtent pas à ce que certains candidats voudraient leur mettre dans la tête, qui est tenez-vous à l'écart, nous trions les électeurs, nous voulons cela, nous ne voulons pas cela. C'est pas aux candidats de trier les électeurs. Les électeurs sont invités, tous ceux qui veulent l'alternance, à venir choisir leur candidat pour la présidentielle. Quand on vous entend parler, on se dit, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est beaucoup plus proche de François Bayrou que de Laurent Wauquiez. Et enfin, comme elle se positionne pas par rapport à eux, ça n'a aucune importance et aucun intérêt. Oui, mais c'est l'impression que... Quoi ? Vous ne dites pas non, vous confirmez. Mais ça n'a aucun intérêt. Je me positionne pas par rapport à eux dans un jeu d'échiquier dans lequel il faudrait absolument se positionner par rapport à des référents qui seraient là et on serait non. C'est pas mes peut-être référents. Dernière question. C'est pas ni mes référents ni mes références. Qu'est-ce que c'est un golden parachute pour une future candidate aux législatives comme vous? Qu'est-ce que c'est? Je pensais que vous alliez je pensais que tout à coup on était en train de passer. Non, mais ça parle des législatives l'année prochaine. C'est le passage Essonne-Paris, c'est ça en fait. Je vois pas bien ce que vous voulez dire. La classe politique française et vous avez déjà obtenu en commission d'investiture avant l'été d'avoir une circonscription réservée à Paris. Alors là, vous tombez très très mal. Alors, pardon. Et vous tombez très très mal et vous le savez très bien. Donc c'est très mauvaise foi ce que vous dites. Allez-y. Parce que la circonscription sur laquelle j'ai été investi, une circonscription extrêmement difficile, qui est aujourd'hui à gauche et dont une grande partie des observateurs du monde parisien disent qu'elle n'est pas gagnable. Donc quand vous appelez ça un golden parachute, pardon, mais vous êtes carrément dans le mensonge. C'est donc un parachute à risque. Vous êtes dans l'inverse. C'est juste pas un parachute du tout. Ça vous racontez n'importe quoi. Je veux dire, moi j'avais une circonscription sur laquelle j'étais bien élu, y compris dans des conditions difficiles. Et là, j'ai pris des risques et je prends des risques. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Vous êtes juste à 180 degrés. Mais vous serez, au moins, faut pas exagérer quand même. Et vous serez candidate à Paris. Et je suis investi sur cette circonscription. Vous êtes déjà investi. On a compris que vous êtes candidat à Paris sans parachute. Vous y allez. Mais sans le parachute, c'est pas mon. Donc ça veut dire que vous n'envisagez pas votre victoire à la. Vous savez, non mais il y a une philosophie derrière. Je l'ai écrit dans le livre que j'avais écrit pour lancer la primaire. Je trouve que les politiques doivent accepter de prendre des risques. Ouais. Les Français, ils sont dans un monde dans lequel il y a des risques professionnellement et ça bouge, c'est compliqué. Je trouve que les politiques ne doivent pas gérer la vie politique et leur mandat comme une rente. Merci. Ils doivent accepter de prendre des risques et c'est ce que je fais en étant candidate à la primaire. Vous savez, c'était plus confortable de se mettre dans une écurie et de plus bouger. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est la fin de Question Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.